La nuit à Paris pulsait d'une énergie vibrante, un bourdonnement continu de milliers d'ambitions et de rêves se croisant sous l'éclat intense des édifices. Mais au cœur du triangle d'or, il y avait une oasis de silence sophistiqué, le restaurant L'Étoile filante. Le nom poétique et ambitieux n'était qu'un aperçu de la réalité. Obtenir une table ici était moins une question de chance qu'un témoignage de statut. La liste d'attente s'étendait sur des mois, une invitation convoitée à un monde où chaque plat était une œuvre d'art et chaque sourire du personnel était méticuleusement entraîné. C'était le genre d'endroit où les milliardaires se sentaient chez eux et où les simples millionnaires se sentaient un peu déplacés. Ce soir-là, le restaurant atteignait son zénith d'exclusivité. La raison en était l'arrivée d'Omar Al-Fahad, un cher dont le nom était synonyme de pétrole, de pouvoir et d'une fortune que la plupart des gens pouvaient à peine concevoir. 4 milliards de dollars. C'était le chiffre qui flottait au-dessus de sa tête comme une auréole sombre et imposante. Pour Omar, le monde était divisé de manière simple et brutale. Il y avait les utiles, ceux qui pouvaient en faire quelque chose pour lui, et les invisibles, ceux qui n'existaient que pour servir, dont les noms et les visages étaient sans importance. Le personnel de l'Étoile filante, avec ses costumes impeccables et ses sourires professionnels, appartenait, sans l'ombre d'un doute, à la seconde catégorie. Il entra dans le restaurant non pas comme un invité, mais comme un propriétaire temporaire. Son regard balaya la salle, non pas avec curiosité, mais avec un air d'inspection, évaluant, mesurant, jugeant. Il était accompagné de 2 associés, un Français, Richard, et un Allemand, Klaus, qui le suivaient d'un pas légèrement plus contenu, habitués aux humeurs de leur partenaire. Ils furent conduits à la meilleure table, isolés dans un coin privé, avec une vue discrète sur la rue animée de Paris, mais avec l'intimité d'un coffre-fort. Béatrice, 28 ans, sentit le poids de cette soirée sur ses épaules, avant même que le trio ne s'assoie. Elle n'était pas seulement une serveuse, elle était une survivante. Diplômée avec mention en langues et cultures du Moyen-Orient de la Sorbonne, son cœur appartenait aux poèmes en arabe classique et à l'histoire complexe de la péninsule arabique. 4 ans de sa vie avaient été passés dans une prestigieuse université à Beyrouth, où elle avait appris non seulement à parler, mais à rêver et à penser en arabe. Son accent si parfait qu'on la confondait souvent avec une native du Golfe. Elle était rentrée en France les yeux pleins d'étoiles et l'esprit plein de connaissances, prête à conquérir le monde. Mais le monde, découvrit-elle, ne valorise pas toujours les connaissances qui ne peuvent être immédiatement monétisées. Les opportunités étaient rares, les concours de la fonction publique, une loterie et la nécessité de subvenir aux besoins de sa mère, Madame Élise, dont la pension d'une vie de travail couvrait à peine les médicaments, étaient urgentes. Les dettes familiales, accumulées au fil des années de difficultés, étaient une montagne qu'elle devait gravir, et le salaire de l'Étoile filante, bien qu'humiliant pour son intellect, était la corde la plus solide qu'elle ait trouvée. Le souffle coupé, Béatrice s'approcha de la table. Son uniforme noir était ajusté, mais sa posture était droite, une forteresse silencieuse de dignité. Omar Al-Fahad avait le téléphone portable collé à l'oreille, parlant fort en arabe. Sa voix un baryton autoritaire qui tranchait avec la musique d'ambiance. Il ne la regarda même pas. Richard, l'associé français, lui adressa un sourire d'excuse. « Bonsoir, dit Béatrice, sa voix douce mais ferme. « Puis-je avoir l'honneur de prendre votre commande ?» Omar raccrocha avec un geste brusque, mais au lieu de répondre à Béatrice, il se tourna vers ses associés, un sourire de mépris jouant sur ses lèvres. C'est alors qu'il parla en arabe classique, la langue de la poésie et du Coran qu'il utilisait maintenant comme une arme. Regardant Béatrice, mais s'adressant à ses amis, il dit « Regardez ça, les femmes d'ici sont comme les fleurs de cette jungle. Belles en surface, mais si vous ouvrez, vous ne trouvez rien, vides à l'intérieur. Elles ne comprennent pas le moment de se taire, la place qui leur a été assignée. » Il marqua une pause, son regard balayant le corps de Béatrice de manière désobligeante. Je parie que cette serveuse ne pourrait même pas situer Doha sur une carte. Elle pense probablement que le Qatar est une sorte d'animal. Richard rit nerveusement, tandis que Klaus, l'Allemand, garda un visage impassible, bien qu'un sourcil se soit légèrement contracté. L'air dans ce coin du restaurant sembla se refroidir. Une autre serveuse aurait peut-être avalé l'insulte, peut-être se serait-elle retiré les
yeux embués de larmes. Peut-être aurait-elle même fait tomber un verre par accident. Mais Béatrice n'était pas une autre serveuse. Elle resta immobile une seconde, juste assez longtemps pour que l'insulte s'installe, non pas comme une flèche qui la blessait, mais comme un carburant qui enflammait une ancienne flamme de fierté. Elle ne bougea pas. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration et, quand elle parla, sa voix coula comme du miel, parfaitement modulée, chaque consonne et voyelle articulée avec une précision qui ne venait que d'années d'études immersives. Elle répondit en arabe classique, la même, langue qu'il avait utilisée pour l'humilier. « Je vous remercie pour vos compliments sur mon intelligence, » dit-elle, le ton poli mais avec une pointe d'acier indéniable. « Il est toujours réconfortant de savoir que mon apparence extérieure correspond à vos attentes. » Omar cessa de respirer. Ses yeux, qui brillaient auparavant d'arrogance, s'écarquillèrent de pur choc. Il tourna lentement la tête, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. Béatrice continua, son regard fixé sur le sien, un défi silencieux passant entre eux. « J'ai passé 4 ans à étudier précisément la culture que vous réduisez à des stéréotypes, à l'université du Qatar, à Doha, une ville d'ailleurs que je sais parfaitement où situer sur la carte. » Elle marqua une courte pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Il y a un vieux proverbe arabe qui dit « La véritable richesse ne réside pas dans l'abondance des biens matériels, mais dans la richesse du caractère. » C'est quelque chose qui mériterait peut-être réflexion. Le visage d'Omar, auparavant d'un hâle sain, pâlit. La couleur quitta son visage, le laissant d'un aspect gris et blême. Ses associés restèrent silencieux, stupéfaits. Klaus, l'Allemand, qui avait vécu plusieurs années au Moyen-Orient, se pencha en avant et murmura à Omar, mais assez fort pour que Béatrice l'entende. « Omar, son accent est parfait, impeccable. » C'était la confirmation finale. Le invisible n'était pas seulement visible. Elle était plus qualifiée qu'il n'aurait pu l'imaginer. Béatrice redressa les épaules. La bataille était gagnée, mais la guerre pour sa dignité continuait. Elle passa avec fluidité au français, sa voix maintenant neutre et professionnelle, comme si l'échange en arabe n'avait été qu'un simple divertissement. « Maintenant, si vous me le permettez, que désirez-vous commander pour le dîner ?» La question flotta, dans l'air chargé d'une nouvelle signification. Ce n'était plus la question d'une subordonnée, c'était la question d'une égale à un groupe d'hommes qui venaient, à cet instant, d'être dépouillés de leur propre arrogance. Omar resta muet, la bouche légèrement ouverte, sans voix. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'avait rien à dire. Le repas qui suivit fut un exercice de tension. Omar ne dit pas un seul mot. Il mangea en silence, les yeux fixés sur son assiette, mais son esprit clairement ailleurs. Richard tenta de faire la conversation, mais ses tentatives moururent dans l'air. Klaus observait, Béatrice chaque fois qu'elle passait près de la table, un regard de profond respect et d'admiration sur son visage. Béatrice, de son côté, les servit avec une grâce et un professionnalisme impeccables, comme promis. Elle ne les traita pas avec froideur, mais avec une distance professionnelle qui était plus puissante que n'importe quelle colère. Chaque fois qu'elle s'approchait de la table, elle sentait le poids du regard d'Omar sur elle, un regard qui n'était plus de mépris, mais de confusion, de choc et peut-être, juste peut-être, le début de quelque chose qui ressemblait à du respect. La soirée se termina. L'addition fut payée avec une carte de crédit sans nom. Et lorsque le trio se leva pour partir, Omar, sans regarder Béatrice, laissa un billet de 500 € sur la table. Un pourboire exorbitant, insultant dans sa générosité. C'était un « paye et oublie », une tentative d'acheter son silence, d'effacer l'humiliation avec de l'argent. Mais Béatrice n'était pas à vendre. Béatrice ramassa le billet de 500 €. Le papier était fin et craquant, lourd dans sa main comme une condamnation. Ce n'était pas un pourboire, c'était un prix. Le prix de son silence, le prix de sa dignité à lui. Elle vit Omar et ses associés se diriger vers la sortie, le dos droit, leur posture d'hommes qui croyaient que le monde leur appartenait. Une fureur froide et contrôlée la parcourut. Ce n'était pas de la colère d'avoir été insulté, mais une indignation profonde face à l'arrogance qui permettait à un homme de racheter son propre malaise avec de l'argent, comme si la honte n'était qu'une transaction de plus. Elle n'allait pas le laisser s'en tirer si facilement. Le billet fermement en main, elle quitta son poste, ignorant le regard surpris du maître d'hôtel.
« Béatrice, où allez-vous » murmura-t-il. Mais elle était déjà en mouvement, une silhouette déterminée traversant la salle élégante. Les autres clients, à une courte distance, remarquèrent son départ. Il y eut un murmure de curiosité. Elle atteignit la porte vitrée juste au moment où Omar posait la main sur la poignée. « Monsieur Al-Fahad » dit-elle, sa voix claire et tranchante, coupant le bourdonnement de la conversation sophistiquée. Il s'arrêta, son corps tendu. Il se retourna lentement, son visage un masque d'incrédulité. Richard et Klaus s'arrêtèrent aussi, regardant de Béatrice à Omar, attendant l'explosion. Mais l'explosion vint d'elle. Elle tendit, la main, le billet de 500 € offert entre eux comme un défi. « Je crois que vous avez oublié ceci », dit-elle en français, avant de passer, de manière délibérée et douloureusement claire, à l'arabe classique. « Je ne veux pas de votre aumône coupable. Mon salaire me paie pour mon travail, pas pour votre honte. » Les yeux d'Omar s'écarquillèrent. Le choc de la veille revint avec une force décuplée, mais cette fois, c'était public. Quelques clients proches, qui ne comprenaient pas les mots, pouvaient sentir l'électricité dans l'air. Klaus, l'Allemand, laissa échapper un petit sifflement d'admiration. « Ce dont j'ai besoin », continua Béatrice, sa voix basse mais intense, vibrant d'une émotion contenue, « ce n'est pas de votre argent. C'est que des hommes comme vous apprennent que tous les êtres humains méritent le respect, quel que soit l'uniforme qu'ils portent ou la langue qu'ils parlent. » Elle fit un pas de plus, son regard fixé sur le sien. La plus grande ignorance n'est pas de ne pas connaître une capitale sur la carte, c'est de ne pas savoir traiter une personne avec dignité. Votre argent ne peut pas acheter le caractère, monsieur, et il ne peut certainement pas acheter le mien. Il y eut un silence absolu dans le restaurant. Le maître d'hôtel était paralysé. Les autres employés regardaient, un mélange de peur et d'admiration sur leur visage. Puis, cela commença. D'abord, un client à une table voisine se mit à applaudir lentement, puis un autre, et un autre. En quelques secondes, une vague d'applaudissements discrets mais résonnants emplit la salle. C'était une validation, un soutien collectif au courage d'une femme face à la tyrannie d'un milliardaire. La couleur monta au visage d'Omar, une rougeur d'humiliation profonde et totale. Il ne regarda pas les autres clients. Il ne regarda pas ses associés. Il ne regarda que Béatrice et dans ses yeux, elle vit quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la colère. C'était une fissure dans son armure d'arrogance, un aperçu de la vulnérabilité en dessous. Il ne dit rien. Il resta là, paralysé, tandis qu'elle plaçait le billet dans sa main et refermait ses doigts autour. « Gardez votre pourboire », dit-elle en français, sa voix maintenant douce à nouveau, mais avec une finalité tranchante. Et la leçon. Elle tourna le dos et retourna dans le restaurant, la tête haute, le laissant derrière elle. Un homme vaincu non par la force mais par les mots. Klaus posa une main sur l'épaule d'Omar. « Omar, dit-il doucement, d'un ton presque compatissant, tu viens de recevoir une leçon d'humilité qui vaut plus que n'importe quel MBA au monde. » Richard ne dit rien, regardant simplement le sol, honteux. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas pour Omar Al-Fahad. Sa suite présidentielle à l'hôtel Georges V, avec sa vue spectaculaire sur la ville, ressemblait à une cellule de prison. Il faisait les 100 pas sur le marbre froid, l'écho de ses pas étant le seul son dans le silence oppressant. L'image de Béatrice était gravée dans son esprit, la façon dont ses yeux n'avaient pas vacillé, la précision de son arabe, la force de ses mots. La plus grande ignorance, c'est de ne pas savoir traiter une personne avec dignité. La phrase se répétait comme un mantra l'accusant. Il avait passé sa vie à accumuler richesse, pouvoir, influence. Il croyait que ces choses le rendaient supérieur. Mais Béatrice, avec son uniforme de serveuse, avait démontré une richesse de caractère dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Pour la première fois, il fut forcé de se regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre, et ce qu'il vit ne lui plut pas. Il vit un homme vide, dont la valeur n'était mesurée que par le solde de son compte en banque. Il se souvint du mépris avec lequel il traitait ses employés, de la façon dont il écartait les gens sans y penser à deux fois. Il se souvint de sa propre mère, une femme forte et sage, qui lui avait enseigné le respect et la bonté. Où avait-il perdu ce chemin? La honte était un feu brûlant. Dans sa poitrine, une douleur qu'aucun argent ne pouvait soulager. Il avait besoin de comprendre. Il avait besoin de la revoir. Pendant ce temps, Béatrice rentrait chez elle, dans son petit appartement du Marais,
un monde à part de l'éclat du triangle d'or. L'odeur d'un bœuf bourguignon mijotant l'accueillit lorsqu'elle ouvrit la porte. Sa mère, Madame Élise, une femme de 70 ans avec des yeux qui voyaient bien plus qu'elle ne le laissait paraître, était dans la cuisine. « Comment s'est passée ta soirée, ma fille ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Normal ?» mentit Béatrice en posant son sac. Elle ne voulait pas inquiéter sa mère. Mais Madame Élise la connaissait mieux que personne. Elle se retourna, son regard perspicace, examinant le visage de sa fille. Ce n'était pas normal. Il s'est passé quelque chose. Tu as ce regard. Le regard que tu as quand tu décides de te battre pour quelque chose. Béatrice soupira, s'asseyant à la table de la cuisine. Elle raconta tout, de l'insulte en arabe à sa réponse, jusqu'à la confrontation finale avec le pourboire. Tandis qu'elle parlait, sa voix tremblait légèrement. Non pas de peur, mais de l'adrénaline qui courait encore dans ses veines. Madame Élise écouta en silence, son visage un mélange de fierté et d'inquiétude. « Oh, ma fille, dit-elle finalement, prenant la main de Béatrice, ton courage me rend si fière, mais cet homme, il est puissant. Tu n'as pas peur ?»« Un peu, admit Béatrice. Mais je ne pouvais pas me taire. Si je l'avais fait, je lui aurais dit qu'il avait raison. Et il n'a pas raison. Non, il n'a pas raison, acquiesça Madame Élise. Mais les hommes comme lui, ils n'aiment pas être remis à leur place, surtout par une femme. Le lendemain matin, l'étoile filante était plus calme, se préparant pour le service du midi. Béatrice dressait les tables, son esprit revivant la nuit précédente, lorsque le maître d'hôtel s'approcha d'elle, le visage pâle. « Béatrice, il y a quelqu'un pour vous voir. » Son cœur se serra. Était-ce le directeur? Allait-elle être licenciée? Mais alors, elle le vit. Omar Al-Fahad, seul, se tenait à l'entrée du restaurant. Il n'était pas habillé avec l'imposante tenue de la veille. Il portait un pantalon simple et une chemise en coton, sans cravate. Il semblait plus petit, plus humain. Il y avait une hésitation dans ses mouvements qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il s'avança vers elle, ses pas lents et délibérés. Le restaurant était presque vide, mais le silence entre eux était lourd. « Mademoiselle Béatrice, » commença-t-il, sa voix basse, sans l'arrogance d'avant, « je suis venu m'excuser. » La surprise dut être visible sur son visage, car il continua rapidement. « Ce que j'ai dit hier soir était impardonnable. C'était cruel, ignorant et profondément injuste. Il n'y a aucune excuse pour mon comportement. » Il marqua une pause, la regardant droit, dans les yeux. « J'ai été tourmenté toute la nuit. Ce que vous avez dit, sur la richesse du caractère, m'a profondément touché, et je ne peux pas m'arrêter d'y penser. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai aussi une question. Comment quelqu'un avec votre éducation, avec votre incroyable talent finit-il par servir des tables ?» La question fut posée avec une curiosité sincère, non avec mépris. Et pour la première fois, Béatrice sentit qu'elle pouvait raconter son histoire sans que cela ressemble à une excuse. Elle lui parla de sa passion pour la culture arabe, de ses années à Beyrouth, du rêve d'être une ambassadrice culturelle, un pont entre les mondes. Elle lui parla de la réalité du marché du travail en France, des dettes de sa famille, de la nécessité de prendre soin de sa mère. Elle ne parla pas avec pitié, mais avec les faits de sa vie. Pendant qu'elle parlait, Omar écoutait attentivement, son expression passant du choc à la compréhension, puis à quelque chose de plus, une reconnaissance de l'injustice. Quand elle eut terminé, il y eut un long silence. « Je vois, » dit-il finalement, sa voix grave. « Je vois l'injustice dans tout ça, et je vois mon propre comportement encore plus répugnant à la lumière de cela. » Il se redressa, et pendant un instant, Béatrice vit une lueur de l'homme puissant qu'il était. Mais cette fois, le pouvoir était utilisé pour une proposition différente. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il. « Ce n'est pas de la charité, c'est une affaire. Mon entreprise, Al-Fahad Global, a des opérations dans des dizaines de pays, dont beaucoup au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous luttons constamment avec des malentendus culturels, avec des négociations qui échouent par manque de nuances, avec des projets qui sont mal mis en œuvre parce que nous ne comprenons pas le terrain culturel. » Il la regarda avec une intensité presque écrasante. « Vous avez les compétences dont j'ai désespérément besoin. Je veux vous offrir un poste,
responsable des relations culturelles. Votre salaire serait de 70 000 € par an, plus les avantages. Vous voyageriez, vous formeriez nos cadres, vous seriez notre boussole culturelle. » Béatrice resta sans voix. 70 000 €, c'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais rêvé de gagner en un an. C'était une porte de sortie. C'était l'opportunité qu'elle avait manquée. C'était la rédemption. Mais son esprit revint à la nuit précédente, à l'homme qu'il était. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, sa voix ferme. « Je ne peux pas travailler pour un homme qui ne me respecte pas. »« Je comprends, » dit-il, et pour la première fois un petit sourire, sincère et un peu triste, toucha ses lèvres. « C'est pourquoi j'ai aussi une condition. J'ai besoin que vous me rappeliez à l'ordre. J'ai besoin que vous me rappeliez ce qu'est la dignité, quand je l'oublierai. Parce que je sais que je l'oublierai. » L'offre flotta dans l'air entre eux, lourde de possibilités. C'était une folie, c'était une opportunité, c'était un risque. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr, » dit-il. « Prenez 48 heures. » Il lui tendit la main, non pas comme un patron, mais comme un égal. « J'attends votre décision, Béatrice. » Elle lui serra la main. Sa peau était douce, mais la poignée de main était ferme. Elle avait 48 heures pour décider si elle acceptait l'invitation à entrer dans le monde de l'homme qui l'avait humiliée, un monde qui pourrait être sa rédemption ou sa ruine. Les 48 heures qui suivirent furent pour Béatrice un tourbillon d'émotions contradictoires, un champ de bataille où la raison et l'instinct se livraient une guerre silencieuse. Dans son petit appartement, l'offre d'Omar flottait dans l'air comme une présence fantomatique. 70 000 € par an. Le chiffre résonnait dans son esprit, non pas comme une solution, mais comme une épreuve. Une épreuve pour ses principes, pour son intégrité, pour sa propre définition de qui elle était. Elle passa des heures à regarder par la fenêtre, la rue animée du Marais, avec ses galeries d'art, ses bars, et une vie qui semblait si éloignée du monde d'Omar, et en même temps, si profondément enracinée dans son âme. C'était le monde qu'elle avait choisi, le monde de la culture, de l'art, de la substance. Son offre était une porte d'entrée vers un univers de superficialité qu'elle avait toujours méprisé. Mais c'était aussi la clé de la sécurité de sa mère, du remboursement des dettes, de la possibilité de respirer enfin sans le poids financier qui lui écrasait les épaules. Cette première nuit, la conversation avec Madame Élise fut longue et profonde. Sa mère, assise dans son fauteuil usé avec un châle sur les épaules, l'écouta avec une patience que seul l'âge et l'expérience peuvent donner. « 70 000 €, ma fille, » répéta Madame Élise, son murmure chargé d'incrédulité. « C'est une fortune. C'est la réponse à nos prières. »« C'est son argent, maman, » rétorqua Béatrice, la voix tendue. « C'est l'argent de l'homme qui m'a traité comme si j'étais un déchet. Accepter ça, n'est-ce pas comme souiller mon honneur ? L'honneur ne dépend pas d'où vient l'argent, Béatrice. Il dépend de ce que tu en fais et de comment tu le gagnes, » répondit madame. Élise, la voix ferme. « Il t'a humilié, oui, mais toi, avec ton courage, tu l'as humilié en retour. Tu ne t'es pas incliné. Tu l'as regardé dans les yeux et tu as dit la vérité. Maintenant, il vient à toi, non pas avec un chèque en blanc pour acheter ton silence, mais avec une offre d'emploi. Il a reconnu ta valeur. Il a reconnu ma valeur pour lui, » corrigea Béatrice. « Pour ses affaires. Je suis un outil. » « Alors sois l'outil le plus aiguisé et le plus brillant qu'il ait jamais possédé, » dit Madame Élise, sa voix gagnant une intensité rare. « Utilise son argent pour construire ta propre indépendance. Utilise sa position pour faire le bien, pour promouvoir la culture que tu aimes. Tu ne travaillerais pas pour lui dans le sens d'être sa soumise. Tu travaillerais avec lui selon tes propres termes. Il a lui-même dit qu'il a besoin que tu le rappelles à l'ordre. C'est du pouvoir, ma fille. Ne vois pas cela comme une soumission. Vois-le comme une opportunité d'avoir du pouvoir là où tu n'en avais aucun auparavant. » Les mots de sa mère résonnèrent profondément. Madame, Élise avait une sagesse simple, issue d'une vie de lutte, et voyait le monde en noir et blanc lorsqu'il s'agissait de survie et de dignité. Elle avait raison. Béatrice avait un choix. Elle pouvait continuer à être une victime des circonstances, une intellectuelle piégée dans un travail qui la rabaissait, ou elle pouvait saisir l'opportunité de changer les règles du jeu. Pendant que Béatrice luttait avec ses démons intérieurs, Omar subissait également une transformation. Dans sa suite d'hôtels, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il appela sa mère.
La conversation, en arabe du Tan, Golfe, fut intime et révélatrice. Il ne raconta pas à sa mère l'incident en détail, mais il lui parla d'une femme qui l'avait fait tout remettre en question. « Elle m'a parlé de la richesse du caractère, mère, dit-il, sa voix chargée d'une confusion qu'il ne pouvait dissimuler. Et j'ai réalisé que je suis pauvre. J'ai de l'argent, j'ai des propriétés, j'ai du pouvoir, mais je n'ai pas ce qu'elle a. » Sa mère, une femme qui l'avait toujours mise en garde contre les dangers de l'arrogance, l'écouta en silence pendant un long moment. « Omar, mon fils, dit-elle finalement, sa voix douce comme de la soie. Dieu envoie parfois des anges déguisés pour nous ramener sur le droit chemin. Peut-être que cette femme est l'un de ces anges. Ne la laisse pas s'échapper, et ne la traite pas comme un atout, mais comme un cadeau. » L'appel laissa Omar encore plus agité. Pour la première fois, il ressentit une peur sincère, la peur que Béatrice refuse son offre. L'idée qu'elle retourne à son ancien travail, que son talent soit gaspillé, devint insupportable. Il réalisa que son offre n'était pas seulement une question d'affaires, c'était une question de rédemption. Il avait besoin qu'elle accepte, non seulement pour le bien de son entreprise, mais pour se prouver à lui-même qu'il était capable de changer. Le deuxième jour, il fit autre chose. Il appela son assistant personnel, un jeune Français nommé Luc, qu'il avait l'habitude de traiter avec une impatience froide et distante. « Luc, » commença Omar, sa voix plus douce que d'habitude, « je veux que vous organisiez une réunion avec toute l'équipe de soutien française pour demain matin, et je veux que vous leur prépariez un petit déjeuner spécial, quelque chose de bon. » Luc, de l'autre côté de la ligne, resta silencieux un instant, surpris. « Bien sûr, monsieur Al-Fahad, sans problème. »« Et Luc, » ajouta Omar, « merci pour votre travail acharné cette semaine. J'ai apprécié votre dévouement. » La réponse de Luc fut un « merci, monsieur », balbutiant et surpris. Pour Omar, c'était un petit pas, mais il le ressentit comme un saut de géant. C'était la première fois depuis longtemps qu'il se souvenait d'avoir remercié un subordonné de manière sincère. C'était un écho de ce que Béatrice lui avait enseigné. Finalement, l'heure de la décision arriva. Béatrice s'habilla avec un soin qui n'était pas pour le travail au restaurant, mais pas non plus pour impressionner un milliardaire. Elle choisit une robe simple, en coton, élégante, mais confortable. C'était un uniforme pour elle-même, une déclaration qu'elle se rendait à ce rendez-vous en tant que Béatrice, l'intellectuelle, la fille, la femme, et non en tant que serveuse ou future employée. Ils convinrent de se retrouver dans un café discret du 7e arrondissement, un lieu neutre, loin de l'éclat du triangle d'or et de l'informalité du Marais. Omar était déjà là, assis à une table d'angle, un café devant lui. Il se leva à son approche, un geste de galanterie qui la surprit. Il était habillé de manière décontractée, mais il y avait une nouvelle énergie en lui, une présence plus calme, plus réfléchie. « Béatrice, » dit-il en hochant la tête, « merci d'être venue. Merci de m'avoir invité, » répondit-elle en s'asseyant. Il y eut un silence inconfortable pendant un moment, tandis qu'ils s'évaluaient mutuellement. Puis, Béatrice décida qu'il était temps de prendre le contrôle. « J'ai beaucoup réfléchi à votre proposition, » commença-t-elle, la voix ferme et claire, « et je vais l'accepter. » Un éclair de soulagement pur et indéniable traversa les yeux d'Omar avant qu'il ne maîtrise son expression. « C'est une excellente nouvelle. Al-Fahad Global bénéficiera immensément de votre perspective. Mais, » continua Béatrice en levant une main, « j'ai mes propres conditions, et elles ne sont pas négociables. » Omar se pencha en avant, son regard fixé sur elle. « Je vous écoute. »« Premièrement, » dit-elle, « mon titre ne sera pas responsable des relations culturelles. Ce sera directrice des ponts culturels. Je ne vais pas gérer des relations comme si elles étaient un problème. Je vais construire des ponts comme s'ils étaient la solution. » Omar hocha lentement la tête. « Directrice des ponts culturels. J'aime ça. Continuez. »« Deuxièmement, » dit-elle, sa voix gagnant une force d'acier, « j'aurai une autonomie totale. Mes rapports vous seront directement adressés et mes recommandations seront mises en œuvre. Si je dis qu'une affaire est en péril en raison d'une insensibilité culturelle, l'affaire sera arrêtée et réévaluée. Sans exception. »« Compris, » dit Omar. « Votre perspective sera le dernier mot en matière culturelle. »« Et troisièmement, » dit Béatrice, son regard le transperçant, « c'est la condition la plus importante.
Si à un moment quelconque, dans n'importe quelle situation professionnelle ou personnelle, je sens que vous m'avez manqué de respect, que vous m'avez rabaissé ou que vous avez recommencé à traiter quiconque comme invisible, je démissionne sur le champ, sans préavis, sans négociation. Je prends ma veste et je m'en vais, et il n'y aura pas d'argent au monde qui me fera revenir. Le silence qui suivit fut chargé de tension. C'était sa ligne rouge, sa forteresse intérieure qui se dressait. Elle lui donnait une chance, mais selon ses propres termes. Elle n'était pas seulement une employée, elle était sa conscience sous contrat. Omar la regarda et dans son regard, elle vit l'ombre de l'homme arrogant qu'il avait été, mais aussi l'éclat de l'homme qu'il pouvait devenir. Il n'hésita pas. « Je suis d'accord, dit-il, sa voix grave et sérieuse. En fait, j'ajoute une 4e condition. Je vous demande de ne pas attendre que je commette ces erreurs. Je vous demande de me corriger activement. Si vous me voyez être arrogant avec un chauffeur, un portier, n'importe qui, je veux que vous me rappeliez à l'ordre, devant eux si nécessaire. J'ai besoin de... Ça, Béatrice, j'ai besoin que vous soyez ma boussole. » Il tendit la main par-dessus la table. « Avons-nous un accord, directrice des ponts culturels ?» Béatrice regarda sa main, puis son visage. Elle y vit la vulnérabilité, le désir sincère de changer. Elle vit l'opportunité non seulement de transformer sa propre vie, mais peut-être, juste peut-être, la sienne. Elle lui serra la main. La poignée fut ferme, un pacte scellé non pas avec de l'encre, mais avec une promesse mutuelle de transformation. « Nous avons un accord, » dit-elle. 2 semaines plus tard, Béatrice était assise à son nouveau bureau, dans une tour de verre et d'acier au cœur de la Défense, le centre financier de Paris. Son bureau était spacieux, avec une vue imprenable sur la ville. L'odeur du café frais remplaçait l'odeur de la nourriture grasse. Le bourdonnement était celui des téléphones et des négociations, pas des conversations futiles de clients riches. C'était un monde nouveau, un monde qu'elle avait conquis par son intelligence et son courage. Elle sentit une vague d'optimisme, mais au loin, par la fenêtre de son bureau, elle vit Omar parler avec Klaus, l'associé allemand, et un air d'inquiétude planait sur eux. L'affaire qui l'avait amenée en France, réalisa-t-elle, n'était pas encore conclue, et elle avait le sentiment persistant que les plus grands défis étaient encore à venir. Les premiers mois chez Al-Fahad Global furent pour Béatrice une immersion dans un univers aussi fascinant que stimulant. Son bureau à la Défense devint son quartier général, un espace où elle pouvait enfin appliquer les connaissances qu'elle avait accumulées pendant des années. Les murs, autrefois nus, se remplirent de cartes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, de cadres avec de la calligraphie arabe et de graphiques complexes traçant les routes commerciales de l'entreprise. Elle n'était pas seulement une employée, elle était une architecte, construisant les ponts que son titre promettait. Cependant, la réalité de l'affaire qui avait amené Omar à Paris se révéla plus complexe que quiconque aurait pu le prévoir. La négociation pour une joint-venture de plusieurs millions d'euros avec le groupe Véron, l'un des plus grands et des plus traditionnels conglomérats d'agroalimentaire et d'énergie de France, était au point mort. Le patriarche, Cyril Véron, un homme dont la parole valait plus que n'importe quel contrat, était réticent, et son équipe sentait que les Émiratis, représentés par Omar, étaient trop agressifs, trop directs, trop concentrés sur les chiffres et pas assez sur les gens. « Ils ne nous font pas confiance », dit Omar un jour, frappant du poing sur la table de réunion. Sa frustration était palpable, un écho de l'arrogance impatiente d'autrefois, mais maintenant tempérée par une perplexité sincère. Nous leur avons présenté une offre financièrement irréfutable, plus de 20% au-dessus de la valeur du marché. Pourquoi traînent-ils les pieds? Béatrice, qui avait observé en silence, se pencha en avant. Omar, avec tout le respect que je vous dois, vous ne vendez pas du sucre et de l'éthanol. Vous vendez un partenariat. Et en France, un partenariat ne se fait pas dans une salle de réunion avec des présentations PowerPoint. Il se fait à table, autour d'un café, en parlant de la famille. Monsieur Véron n'achète pas votre offre. Il vous achète, vous, et il ne sait pas encore qui vous êtes. Omar la regarda, ses yeux en amande reflétant la lumière de l'après-midi parisien. Il voulut argumenter, citer ses années d'expérience dans des négociations de haut niveau à travers le monde, mais il ne le put. Il se souvint du proverbe qu'elle avait cité au restaurant, sur la richesse du caractère. Il était en train de commettre à nouveau la même erreur, réduisant une situation complexe à une simple transaction.
Que suggérez-vous » demanda-t-il, sa voix plus douce, un signe clair que sa confiance en elle était déjà inébranlable. « Laissez-moi m'en occuper, » dit Béatrice. « Pas en tant que directrice des ponts culturels, mais en tant que Française. Laissez-moi inviter M. Véron à déjeuner. Un déjeuner informel, pas d'affaires à l'ordre du jour, juste pour discuter. » Omar hésita une seconde. Sa formation lui disait d'être plus agressif, de faire monter les enchères. Mais sa nouvelle conscience, celle que Béatrice avait éveillée en lui disait d'écouter. « Faites-le, dit-il. Vous avez carte blanche. Tout ce dont vous avez besoin est à vous. » Les jours suivants, Béatrice travailla sans relâche. Elle n'utilisa pas les canaux formels d'Al-Fahad Global. Au lieu de cela, elle appela d'anciens contacts, utilisa son intelligence sociale pour découvrir les goûts de Cyril Véron. Elle découvrit qu'il était un amateur de football, spécifiquement du Paris Saint-Germain, et que sa plus grande passion était son haras en Normandie, où il élevait des chevaux selles français. Avec cette information, elle passa à l'action. Au lieu d'un déjeuner dans un restaurant sophistiqué, elle appela directement M. Véron. « Monsieur Véron, je m'appelle Béatrice Costa. Je suis la nouvelle directrice des ponts culturels d'Al-Fahad Global, » commença-t-elle, sa voix transmettant un respect sincère. « Je sais que vous êtes un homme occupé et je ne vous prendrai pas beaucoup de votre temps. Mais, en tant que Française, je comprends que certaines conversations importantes n'ont pas lieu dans une salle de réunion. Je connais votre passion pour les chevaux et j'adorerais avoir l'opportunité de visiter votre haras. Non pas pour parler affaires, mais pour apprendre d'un homme qui a bâti un empire à partir de rien. Ma grand-mère disait toujours qu'on en apprend plus sur le caractère d'un homme en voyant comment il traite ses animaux qu'en lisant ses rapports financiers. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, un silence long et réfléchi. Puis Cyril Véron rit, un son rauque et surpris. « Mademoiselle, vous avez du cran, dit-il. J'aime ça. Venez, jeudi, et amenez votre chair. Je veux voir s'il sait faire la différence entre un cheval et un chameau. » Le déjeuner au haras fut un tournant. Sous l'ombre d'un chêne centenaire, avec l'odeur de la campagne et le hennissement des chevaux dans l'air, la dynamique changea complètement. Béatrice agit comme une traductrice non seulement de mots, mais d'âme. Elle expliqua à Omar l'importance de la hiérarchie familiale pour les Véron, la manière dont la confiance se construisait par des gestes personnels, non par des clauses contractuelles. Et elle expliqua à Cyril que l'approche directe d'Omar n'était pas un manque de respect, mais une expression culturelle d'efficacité et de sincérité, courante dans le monde des affaires du Golfe. Omar, de son côté, surprit tout le monde. Il laissa son armure de dirigeant dans la voiture. Il écouta. Il posa des questions sur l'élevage, sur la politique française, sur l'histoire de la famille Véron. Il partagea même une histoire sur son propre grand-père, un marchand de perles, qui lui avait appris la valeur de la parole donnée. Pour la première fois, Cyril Véron ne voyait pas un milliardaire arabe. Il voyait un homme, un petit-fils, un partenaire potentiel. Les semaines qui suivirent furent une danse de rapprochement. Les négociations reprirent, mais cette fois avec un ton différent. Les réunions étaient plus longues, plus personnelles. Béatrice était toujours présente, sa présence apaisante et sa perspective unique servant de médiatrice. Elle et Omar passaient des heures ensemble au bureau, travaillant tard, commandant des dîners qui se transformaient en longues conversations sur tout et rien. Ils parlaient de littérature, de philosophie, de leurs rêves d'enfance. Ils lui racontaient la pression de grandir sous le poids d'une grande fortune, la solitude qui l'accompagnait souvent. Elle lui parlait de sa passion pour la poésie de Rumi, de la joie de se perdre dans les rues de Beyrouth, de la nostalgie, de sa vie universitaire. Le respect professionnel se transforma, lentement et presque imperceptiblement, en quelque chose de plus profond. Il y avait une tension électrique entre eux, une attirance qu'ils ressentaient tous les deux, mais que personne n'osait nommer. Un regard qui s'attardait une seconde de plus, un contact accidentel de la main, en remettant un document. Un silence chargé de sens lorsque l'ascenseur les laissait seuls. Ils devenaient des confidents, des alliés, et peut-être quelque chose de plus. 8 mois après le jour où elle avait accepté le poste, l'accord avec le groupe Véron était pratiquement conclu. Il ne manquait que quelques détails finaux. L'équipe d'Al-Fahad Global était euphorique,
Omar, en particulier, semblait être un homme transformé. Il était plus patient, plus attentif, plus humain. Béatrice le vit un jour s'arrêter dans le couloir pour complimenter la nouvelle cravate de Luc, son assistant, et lui demander des nouvelles de sa famille. Le jeune homme fut si surpris et heureux que Béatrice sourit intérieurement. Son plan fonctionnait. Elle ne construisait pas seulement des ponts culturels pour l'entreprise, elle aidait à reconstruire un homme. C'est à ce moment de triomphe apparent que la tempête éclata. Ils étaient dans une réunion finale avec l'équipe juridique des deux côtés, révisant les derniers points du contrat. Soudain, la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. C'était Cyril Véron, mais son visage n'était pas amical. Il était rouge de colère. « C'est fini !» dit-il en frappant du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. « L'accord est annulé. Je ne ferai pas affaire avec des gens en qui je ne peux pas avoir confiance. » La salle devint silencieuse. Omar se leva, son visage un masque de choc et de confusion. « Monsieur Véron, que s'est-il passé ?» Nous étions si proches. « J'ai reçu une information très éclairante, » dit Cyril en regardant Omar avec dédain. « Une source fiable m'a informé que vous, de l'autre côté, prévoyez de saper notre participation à la gestion de la joint-venture dès que l'accord serait signé. Et que vous, mademoiselle Costa, dit-il en se tournant vers Béatrice, étiez responsable de nous manipuler en utilisant votre culture uniquement pour nous désarmer pendant que vous prépariez le coup de poignard dans le dos. » Béatrice sentit le sang se glacer dans ses veines. C'était une accusation monstrueuse, une inversion complète de la vérité. Elle regarda Omar et vit le doute dans ses yeux pendant une brève et terrible seconde. Il ne la croyait pas. La vieille méfiance, le vieil instinct de voir le pire chez les gens refaisait surface. « C'est absurde, » dit Béatrice, sa voix tremblant de colère et d'humiliation. « Qui vous a raconté ce mensonge ?»« Cela ne vous regarde pas, » rétorqua Cyril. « L'accord est mort. » Il tourna le dos et quitta la pièce, laissant derrière lui un chaos d'incrédulité et de panique. L'équipe d'Al-Fahad Global se mit à crier les « qu'un sur les autres », à se rejeter la faute. Omar resta immobile, regardant la porte par laquelle Cyril était sorti, son visage un masque de défaite. Mais Béatrice n'était pas la même serveuse qui acceptait les insultes en silence. Elle était la directrice des ponts culturels et elle venait d'être trahie. Son esprit se mit à fonctionner à 1000 à l'heure. Qui aurait intérêt à saboter l'accord? Qui aurait accès aux deux parties? Qui se sentirait menacé par son influence croissante sur Omar? Un nom lui vint à l'esprit comme un éclair. Richard, l'associé français qui était avec Omar cette première nuit au restaurant. L'homme qui l'avait vu humilier Omar. L'homme qui, au cours des 8 derniers mois, la regardait avec un faux sourire aux lèvres, mais de l'envie dans les yeux. Avec une détermination féroce, Béatrice quitta la salle de réunion et se dirigea directement vers son bureau. Elle appela son contact au service informatique. « J'ai besoin d'accéder au registre d'e-mail de Richard Moreau pour les dernières 48 heures. C'est une urgence de sécurité d'entreprise. » Pendant qu'elle attendait, son cœur battait la chamade. Elle savait qu'elle risquait tout. Si elle se trompait, elle serait licenciée, poursuivie en justice, sa carrière détruite. Mais si elle avait raison. Quelques minutes plus tard, un email apparut sur son écran. C'était un brouillon non envoyé, du compte de Richard à une adresse qu'elle reconnut comme étant celle du fils de Cyril Véron. L'email contenait exactement les mensonges que le patriarche avait répétés, détaillant un plan inexistant pour marginaliser les Véron et accusant Béatrice d'être une espionne d'entreprise. En bas, il y avait une note. « J'ai pensé que tu devrais savoir avec quel genre de personne ton père fait affaire. » Un ami inquiet. Béatrice sentit une vague de nausée, suivie d'une froide colère. C'était une trahison calculée, cruelle. Richard avait essayé de détruire tout ce qu'elle et Omar avaient construit, tout ça pour retrouver sa propre position de pouvoir. Elle imprima l'email. Le papier tremblant légèrement dans sa main, elle retourna dans la salle de réunion qui était maintenant presque vide, à l'exception d'Omar, assis, la tête dans les mains, un homme vaincu. Elle s'approcha de la table et posa le papier devant lui. « Lis ça, dit-elle, sa voix basse mais chargée d'une fureur contenue. Omar leva la tête, les yeux rouges d'épuisement et de frustration. Il prit le papier. En lisant, son expression passa de la défaite à la confusion, puis au choc, et enfin à une colère noire et profonde. Il se leva lentement,
son corps tendu comme un arc. « Richard » murmura-t-il, le nom un poison sur ses lèvres. Il regarda Béatrice et pour la première fois, elle vit en lui non seulement du respect ou de la gratitude, mais quelque chose de plus. Elle vit de la loyauté. Elle vit qu'il la croyait, inconditionnellement. Le voile du doute avait été déchiré, révélant une vérité bien plus profonde. « La plus grande ignorance, dit-elle, citant ses propres mots d'il y a plusieurs mois, n'est pas de ne pas connaître une langue, c'est de ne pas savoir reconnaître la loyauté. » Omar la regarda, et dans ses yeux, il y avait une tempête d'émotions. La colère de la trahison, le soulagement de la vérité et quelque chose d'autre, quelque chose de chaud et d'intense qu'il avait tenté de réprimer pendant des mois. « Il ne s'en tirera pas comme ça, » dit Omar, sa voix un serment. Il prit son téléphone, ses doigts composant un numéro avec une force qui faillit briser l'écran. « Richard, viens dans mon bureau, maintenant !» Pendant qu'il attendait, il regarda Béatrice, et le silence entre eux était chargé d'une nouvelle électricité, d'une nouvelle intensité. Le monde des affaires avait disparu. La trahison avait été exposée, et ce qui restait, c'était juste eux deux au centre de la tempête et une vérité qui ne pouvait plus être niée. L'attente de l'arrivée de Richard fut l'une des périodes les plus tendues de la vie d'Omar. Il ne s'assit pas. Il se tenait près de la fenêtre de son bureau panoramique, regardant les lumières de Paris, qui commençaient à s'allumer comme une constellation artificielle. Béatrice resta silencieuse, assise sur un canapé, son corps immobile, mais son esprit en ébullition, anticipant chaque retournement de situation possible. La dynamique entre eux avait changé de manière irrévocable. La barrière professionnelle avait été pulvérisée par la crise, ne laissant que la vérité brute de leurs émotions. Quand Richard entra dans le bureau, il le fit avec son arrogance habituelle, un sourire dédaigneux collé au visage. « Omar, quelle est cette urgence? J'étais au milieu d'un dîner important. » Omar se retourna lentement. Son visage était calme, mais ses yeux étaient de glace. « Ferme la porte, Richard. » Richard obéit, mais avec un air d'impatience. Il regarda Béatrice, qui restait assise, un silence observateur qui le dérangeait clairement. « Toujours là, vous? Je pensais que votre spectacle de sagesse culturelle était terminé. » « Son spectacle ne fait que commencer, Richard. Le vôtre, en revanche, est sur le point de se terminer, » dit Omar, sa voix basse et dangereusement calme. Il prit la feuille de papier que Béatrice avait imprimée et la jeta sur la table en verre. « Lis !» Richard prit le papier, son sourire s'effaçant à mesure que ses yeux parcouraient les lignes du texte. La couleur quitta son visage, le laissant pâle et visiblement secoué. Il leva les yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson hors de l'eau. « Je peux expliquer... »« Expliquer » dit Omar en faisant un pas en avant, sa présence physique devenant écrasante. « Expliquer quoi? Comment toi, mon associé, l'homme en qui j'avais confiance, a tenté de détruire la plus grosse affaire de l'histoire de notre entreprise par pure jalousie? Comment tu as tenté de salir la réputation d'une femme incomparable, une femme qui nous a tous sauvés par son intelligence et son intégrité? » « Ce n'était pas par jalousie, » protesta Richard, sa voix un murmure pathétique. « C'était une question de principe, la façon dont elle t'a manipulé. Nous perdions le contrôle. »« Le seul qui a perdu le contrôle, c'est toi, » rétorqua Omar. « Tu as perdu le contrôle de ton ambition, de ta jalousie, de ta propre décence. Tu ne l'as pas attaquée, elle, Richard. Tu m'as attaqué. Tu m'as trahi. » Il marqua une pause, son regard balayant l'homme qu'il avait considéré comme un ami. « Je ne te poursuivrai pas en justice. La honte publique sera une punition suffisante. Tu es renvoyé. Non pas pour incompétence, mais pour manque d'honneur. Je veux que tu quittes cet immeuble maintenant, et que tu ne m'adresses plus jamais la parole. » Richard regarda Béatrice, ses yeux remplis d'une haine venimeuse. Puis, il regarda Omar, mais ne trouva aucune pitié. Vaincu, il tourna le dos et quitta le bureau, la queue entre les jambes. Le silence qui suivit fut lourd mais pas inconfortable. C'était le silence d'une bataille gagnée, d'une vérité restaurée. Omar se tourna vers Béatrice, son expression adoucie par une vague de gratitude presque écrasante. « Sans toi, » commença-t-il, la voix étranglée. « Nous, » le corrigea-t-elle en se levant. « Sans nous. » Le problème suivant était Cyril Véron,
L'accord était en péril. « Comment allons-nous arranger ça ?» demanda Omar, son esprit de négociateur déjà en pleine action. « Je lui montre l'email? Nous poursuivons Richard pour diffamation ?» « Non, » dit Béatrice fermement. « Ce serait transformer une question d'honneur en une bataille juridique. Monsieur Véron ne se sent pas trahi dans l'affaire. Il se sent trahi en tant qu'homme. Il a senti que sa confiance, qu'il commençait à construire, avait été brisée. Lui montrer un email ne restaurera pas son honneur. « Alors, que faisons-nous » demanda Omar, véritablement perdu. « Vous devez restaurer son honneur, » dit Béatrice, non pas en tant que Cheikh Al-Fahad, le milliardaire, mais en tant qu'Omar, l'homme dont le grand-père lui a appris la valeur de la parole donnée. Allez à son haras. Seul, sans avocat, sans présentation. Demandez-lui une audience. Non pas pour négocier, mais pour vous. Expliquez. Dites-lui qu'il y a eu une trahison au sein de votre propre équipe, une trahison qui vous fait profondément honte et que son honneur a été sali dans le processus. Demandez-lui la chance de recommencer, non pas en tant qu'associé, mais en tant que deux hommes qui peuvent apprendre à se faire confiance. Omar la regarda admiratif. Sa perspective était brillante, traversant le bruit de l'entreprise pour atteindre le cœur humain de la question. « C'est de la folie, » dit-il. « C'est l'opposé de tout ce qu'on m'a appris. C'est l'opposé de tout ce qui te rendait malheureux, » rétorqua-t-elle doucement. Le lendemain matin, Omar suivit son conseil. Il se rendit seul au haras des Véron. La réunion dura 2 heures. Personne ne sait exactement ce qui fut dit, mais quand Omar sortit, lui et Cyril Véron se serrèrent la main comme de vieux amis. L'accord fut non seulement sauvé, mais les termes devinrent encore plus favorables pour les Français, un geste de bonne foi de la part d'Omar. La joinventure fut annoncée une semaine plus tard, les gros titres célébrant le partenariat de pont entre la France et le Moyen-Orient. Le soir, où l'accord fut finalisé, l'équipe d'Al-Fahad Global fit la fête. Mais Omar et Béatrice n'étaient pas à la fête. Ils étaient dans son bureau, la fenêtre ouverte sur la ville silencieuse. L'adrénaline avait disparu, laissant derrière elle une quiétude intime et chargée de sens. « Je n'y serais pas arrivé sans toi », dit Omar en brisant le silence. Il ne regardait pas la vue, mais elle. « J'aurais été perdu, Béatrice, littéralement perdu. »« Nous aurions été perdus, » corrigea-t-elle, mais sa voix était douce. Il s'approcha d'elle lentement comme s'il craignait de l'effrayer. « Je ne parle pas de l'affaire, » dit-il, sa voix basse et intense. « Je parle de moi. Avant de te connaître, mon monde était gris. Il était fait de chiffres, de transactions, de gens qui me voulaient pour ce que j'avais. Je vivais dans une bulle dorée, mais c'était une bulle vide. Toi, tu as percé la bulle. Tu m'as montré un monde de couleurs, de substances, de sens. » Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. « Tu m'as sauvée, Béatrice, pas l'entreprise. Moi, tu m'as appris ce qu'est la richesse du caractère, et dans le processus, je suis tombé amoureux de toi. » La confession flotta dans l'air, brute, vulnérable et absolument sincère. Le cœur de Béatrice battait avec une force qui la faisait presque souffrir. Elle ressentait la même chose, un amour qui avait grandi dans le secret, la peur et l'admiration. Mais ses mots sortirent chargés de prudence. « Omar, » murmura-t-elle, « moi aussi, je ressens quelque chose pour toi, quelque chose de profond. Mais j'ai peur. Nous venons de mondes si différents. Ta famille, ils n'accepteront jamais une femme comme moi, non musulmane, non arabe, une femme qui travaille et qui dit ce qu'elle pense. Et le pouvoir, tu es mon patron, c'est un déséquilibre dangereux. » Il leva la main et toucha doucement son visage, un geste qui fit trembler tout son corps. « Je sais, » dit-il, « je connais les peurs, mais ne les laissons pas nous définir. Mon opinion est la seule qui compte, et mon opinion est que tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et le pouvoir, je ne veux pas être ton patron, je veux être ton partenaire. En tout. » Il se pencha et l'embrassa. C'était un baiser qui n'était pas de passion soudaine, mais de reconnaissance. Un saut sur une vérité qu'ils avaient tous deux ressentie depuis longtemps. C'était un baiser qui disait « Je te vois, je crois en toi, je te choisis ». Les semaines qui suivirent furent un rêve. Ils naviguèrent dans leur nouvelle relation avec une joie contagieuse, mais les défis que Béatrice craignait ne tardèrent pas à apparaître. Un appel vidéo avec la mère d'Omar
révéla la résistance de sa famille. Les questions étaient délicates, mais chargées de jugement sur l'origine et la foi de Béatrice. Omar la défendit avec une passion féroce, coupant court à la conversation lorsqu'elle devint irrespectueuse, un acte qui solidifia la confiance de Béatrice en lui. De son côté, Madame Élise, bien que heureuse pour sa fille, exprimait ses inquiétudes, basées sur des histoires qu'elle entendait sur les mariages interculturels et le pouvoir écrasant des hommes comme Omar. « Ma fille, fais juste attention, » disait-elle. « Son cœur a peut-être changé, mais son monde est le même. Ne perds pas ta voix en lui. » 2 mois plus tard, le soir de son anniversaire, Omar lui dit de s'habiller élégamment. Il l'emmena dans un endroit qu'elle pensait ne plus jamais revoir, le restaurant L'Étoile filante. Mais cette fois, ils n'entrèrent pas comme des clients. Le restaurant était fermé, juste pour eux. Le maître d'hôtel les salua avec un profond respect et les guida vers une table isolée dans un coin. C'était la table. La même table où tout avait commencé. Une plaque discrète, en français et en arabe, avait été placée sur le mur derrière elle. Elle disait « Là où l'arrogance a rencontré la dignité ». Ils dînèrent, discutant, riant, leur lien plus fort que jamais. À la fin du repas, Omar se leva. Son cœur battait, la chamade. Il s'agenouilla à côté d'elle, prenant sa main. « Béatrice Costa », commença-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « À cette table, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai jugé un livre par sa couverture, et en faisant cela, j'ai failli perdre la plus belle histoire que j'ai jamais rencontrée. Mais à cette table, j'ai aussi trouvé ma rédemption. J'ai trouvé ma conscience. Je t'ai trouvé, toi. » Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur, une bague en diamant scintillait sous la douce lumière du restaurant. « Tu m'as appris que la vraie valeur ne se mesure pas au capital mais au caractère. Tu n'as pas sauvé une affaire. Tu as sauvé mon âme. Tu as fait de moi un homme meilleur, un être humain meilleur. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, sans ta force, ton intelligence, ton cœur. » Il la regarda, les yeux remplis d'amour et d'une demande désespérée. « Béatrice, s'il te plaît, fais-moi l'honneur de devenir ma femme. Laisse-moi passer le reste de ma vie à apprendre avec toi, à grandir avec toi, à t'aimer. » Des larmes de bonheur coulaient sur le visage de Béatrice. Elle vit l'homme agenouillé devant elle, non pas le milliardaire arrogant qui l'avait insulté, mais l'homme vulnérable et transformé qu'elle avait aidé à créer. Elle vit son passé, son présent et son avenir, tout en lui. « Oui, » dit-elle, sa voix un murmure plein d'émotion. « Oui, Omar, j'épouserai l'homme que tu es devenu. » Il glissa la bague à son doigt, un ajustement parfait. Les autres employés du restaurant, qui avaient assisté à tout en silence, éclatèrent en applaudissements. À cette table où l'humiliation était née, l'amour avait été consacré. Le cycle était complet. La soirée avait été magique. Un rêve tissé avec la lumière des étoiles de Paris et l'éclat du diamant au doigt de Béatrice. En sortant de l'Étoile filante, la ville leur parut un décor différent, plus vibrant, plus plein de promesses. La main d'Omar trouva celle de Béatrice, et leurs doigts s'entrelacèrent dans un geste déjà familier, mais qui ce soir-là portait le poids d'un avenir entier. Le silence entre eux n'était pas vide, mais rempli d'une joie sereine, la certitude d'avoir trouvé leur port après une tempête qui avait failli les noyer. Cependant, la réalité, comme toujours, attendait patiemment. Le matin, la nouvelle des fiançailles se répandit comme une traînée de poudre, d'abord dans les cercles internes d'Al-Fahad Global, où elle fut accueillie avec un mélange de choc et de joie sincère, puis, inévitablement, elle parvint aux oreilles des familles. La première réaction vint du côté d'Omar. Un appel vidéo fut organisé avec sa mère et ses sœurs à Doha. Béatrice sentit un nœud se serrer dans son estomac alors qu'elle s'asseyait à côté d'Omar sur le canapé de son appartement, l'écran éclairant son visage inquiet. L'image de la mère d'Omar, une femme d'une grande beauté et dignité, couverte d'un hijab élégant, apparut à l'écran. Son sourire initial disparut quand Omar, avec un sourire radieux, annonça « Mère, sœur, j'ai une nouvelle. Béatrice a accepté de m'épouser. » Le silence fut glacial. Ses sœurs échangèrent des regards rapides et inquiets. Ce fut sa mère qui parla, sa voix douce mais ferme. « Omar, mon fils, nous sommes heureux de ton bonheur. Mais qui est cette femme ?»
Nous ne la connaissons pas. Elle est française, n'est-ce pas? Elle n'est pas de notre foi. Mère, c'est la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, dit Omar, sa voix pleine d'une conviction qui ne permettait aucun argument. Sa foi, son origine, peu importe. Ce qui compte, c'est son cœur, c'est son intelligence, c'est sa force. Elle est ma boussole morale. Sans elle, je serais encore l'homme vide et arrogant que vous craigniez tant. Sa sœur cadette, Laïla, plus audacieuse, se pencha vers la caméra. Mais Omar, pense à notre famille. Que vont dire les gens? Le futur cher d'Al-Fahad Global épousant une étrangère, une employée? Ça ne se fait pas. Béatrice sentit la piqûre du mot « employé », mais garda un visage impassible. Ce fut Omar qui répondit, sa voix se durcissant. « Elle n'est pas une employée. Elle est la directrice des ponts culturels, un poste qu'elle a créé et qui est plus vital pour cette entreprise que n'importe quelle autre. Et elle sera ma femme, votre future belle-sœur. J'attends de vous que vous la traitiez avec le respect qu'elle mérite, parce que si vous ne le faites pas, vous me manquerez de respect à moi et à mon choix. » Il mit fin à l'appel peu après, laissant un lourd silence dans l'air. « Je suis désolé, » dit-il en se tournant vers Béatrice. « Ils comprendront. Ils ont besoin de temps. » Béatrice prit sa main. « Je sais, et j'ai peur, Omar, mais pas de ta famille. J'ai peur pour nous, d'être étouffés par ces différences. » De son côté, la conversation avec Madame Élise fut plus tendre, mais non moins chargée d'inquiétude. Sa mère, en voyant la bague, éclata en larmes de joie, la serrant dans ses bras avec une force qui la surprit. Mais plus tard, assise à la table de la cuisine avec un thé chaud entre les mains, ses yeux perspicaces analysèrent sa fille. « Mon amour, est-ce qu'il te rend heureuse, vraiment ?» demanda-t-elle. « Oui, maman. Plus que je n'aurais jamais cru possible, » répondit Béatrice, sa voix sincère. « Et est-ce qu'il te respecte? Est-ce qu'il écoute ton opinion? Est-ce qu'il valorise ton esprit, pas seulement ta beauté? »« Oui, » confirma Béatrice, sans hésitation. « Il a changé, maman. Il devient un homme meilleur chaque jour, et j'ai l'honneur d'en être le témoin. » Madame Élise soupira, son visage un masque d'amour maternel et d'appréhension. « Alors, c'est ce « qui compte. Mais n'oublie jamais, ma fille, qui tu es. Ne te perds pas dans son monde. Ta voix est ton plus grand trésor. Ne la laisse pas étouffer, ni par amour, ni par argent. » Les mois qui suivirent furent un test constant de leur résilience et de leur amour. La planification du mariage devint un champ de bataille symbolique pour la fusion de leurs deux cultures. Béatrice voulait une cérémonie intime sur la plage, sur la côte normande, célébrée par un ami pasteur. Omar voulait une grande célébration à Doha, avec des centaines d'invités selon la tradition de sa famille. La solution, trouvée après de nombreuses conversations et compromis, fut une double cérémonie. D'abord, une célébration intime en France, suivie d'une grande fête au Qatar. C'est au cours de ce processus que Béatrice vit la profondeur de la transformation d'Omar. Il ne se contenta pas de céder sur ses plans, il embrassa activement ses désirs. Il apprit à apprécier la musique guinguette, une bonne blanquette de veau, à comprendre l'importance de la famille élargie française. De son côté, Béatrice apprit à cuisiner des plats arabes, à comprendre les règles complexes de l'hospitalité du Golfe, à apprécier la poésie que la mère d'Omar aimait tant. Le point culminant émotionnel, la véritable révélation de l'homme qu'Omar était devenu, eut lieu un après-midi tranquille dans son bureau. Il passait en revue les derniers détails de la pré-cérémonie en France, quand Omar lui demanda de regarder quelque chose sur son ordinateur. « Je veux te montrer mon cadeau de fiançailles », dit-il avec un sourire mystérieux. Béatrice pensa qu'il s'agissait de bijoux ou d'un voyage. Mais ce qu'elle vit à l'écran la laissa sans voix. C'était le titre d'un nouveau document officiel d'Al-Fahad Global, politique de respect radical et de dignité humaine. Le document, signé par Omar en tant que PDG, décrivait une série de nouvelles politiques pour l'entreprise. Il interdisait toute forme de langage irrespectueux, mettait en place des programmes de formation culturelle obligatoires pour tous les employés, des cadres supérieurs au personnel de nettoyage, créait un canal anonyme pour signaler le harcèlement ou la discrimination et liait les bonus des managers directement à des évaluations à 360 degrés sur la façon dont ils traitaient leurs équipes. En haut du document, il y avait une citation. C'était la sienne.
les mots qu'elle lui avait dits cette première nuit après qu'il eut tenté de la corrompre avec un pourboire. La plus grande ignorance n'est pas de ne pas connaître une langue, mais de ne pas savoir traiter les gens avec dignité. Des larmes coulèrent sur le visage de Béatrice. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une fierté et d'un amour si écrasant qu'elle en eut le souffle coupé. Elle regarda Omar, qui l'observait avec un regard tendre. « Je n'essayais pas de sauver une affaire quand je t'ai rencontrée, Béatrice, » dit-il, sa voix douce. « J'essayais de combler un vide. Non seulement tu l'as comblé, mais tu m'as montré comment construire quelque chose de vraiment précieux à la place. Cette politique, c'est la tienne, c'est ton héritage. C'est la façon dont Al-Fahad Global honorera la leçon que tu m'as enseignée. » À cet instant, Béatrice sut, sans l'ombre d'un doute, qu'elle avait pris la bonne décision. L'homme qu'elle aimait n'était pas seulement un milliardaire qui avait changé d'avis. C'était un leader qui avait eu une révélation et qui utilisait son pouvoir pour créer un monde meilleur inspiré par elle. Le mariage, 2 mois plus tard, fut tout ce dont ils avaient rêvé. La cérémonie sur la plage, au coucher du soleil, fut intime et pleine d'émotion, avec Madame Élise pleurant de joie et les amis les plus proches de Béatrice formant un cercle d'amour autour d'eux. La fête à Doha fut spectaculaire, une vitrine éblouissante de la culture et de l'hospitalité arabe. Mais le moment le plus marquant pour Béatrice fut lorsque la mère d'Omar s'approcha d'elle au milieu de la fête. Les larmes aux yeux, elle prit la main de Béatrice et dit « Bienvenue dans la famille, ma fille. Mon fils n'a jamais été aussi heureux. Tu as ramené la lumière dans ses yeux. » 5 ans après le mariage, leur vie était une belle tapisserie tissée avec les fils de 2 cultures. Ils vivaient entre Paris et Doha, leurs 2 enfants, un garçon et une fille, grandissant bilingues, passant du français à l'arabe, avec la même facilité qu'ils couraient sur le sable de la plage ou dans les jardins du palais de la famille d'Omar. Béatrice était devenue directrice mondiale des relations culturelles, son influence s'étendant à toutes les opérations de l'entreprise. Omar avait transformé Al-Fahad Global en un exemple de responsabilité sociale et d'entreprise, une société où le respect n'était pas seulement une valeur affichée au mur, mais une pratique quotidienne. Et chaque année, à l'anniversaire de la nuit où ils s'étaient rencontrés, ils faisaient un pèlerinage. Ils retournaient à Paris, réservèrent l'étoile filante pour eux seuls, et s'asseyaient à la même table. La plaque discrète était toujours là, un témoignage silencieux de leur voyage, là où l'arrogance a rencontré la dignité et où le monde a changé pour 2 âmes courageuses. Ce soir-là, 5 ans plus tard, ils étaient assis sous la douce lumière du restaurant, leurs enfants jouant à la maison avec leur grand-mère. La main d'Omar trouva celle de Béatrice par-dessus la table, la bague de fiançailles brillante à côté de l'alliance. « Tu sais, dit-il, sa voix basse et pleine d'émotion, je pensais que ma richesse se mesurait en comptes bancaires et en propriétés. Mais cette table, ce moment, c'est ma véritable fortune. » Béatrice sourit, son cœur débordant d'amour pour l'homme en face d'elle, l'homme qu'elle avait aidé à créer et qui, à son tour, l'avait aidée à devenir la femme la plus forte et la plus heureuse qu'elle puisse être. Leur histoire était devenue une légende à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, une leçon puissante sur la façon dont la valeur humaine transcende le statut professionnel et comment un seul moment de courage moral peut mener à une transformation profonde et durable. Leur amour n'était pas seulement un conte de fées, c'était la preuve vivante que parfois les rencontres les plus improbables peuvent mener aux destins les plus extraordinaires.